Lorsque vous chantez, vous pouvez faire des sons graves, des sons aigus et des sons médiums qui se trouvent entre les deux. Vous pouvez faire la comparaison des sons aigus avec le chant des oiseaux et la comparaison des sons graves avec les rugissements des lions. On dit que plus la note est aiguë, plus le son est haut. Plus la note est grave, plus le son est bas. Par conséquent, si l'on passe d'un son grave à un son aigu, on dit que l'on monte. À l'inverse, si l'on va d'un son aigu vers un son grave, on dit que l'on descend. Si vous avez un petit piano à la maison, je vous invite à expérimenter cela par vous-même et à chanter. Écoutez un orchestre. Vous constaterez qu'il y a des instruments plutôt aigus et d'autres plutôt graves. Chaque instrument a sa voix. C'est ce qu'on appelle la tessiture. Par exemple, la tessiture de la contrebasse est grave. Le piccolo, lui, a une tessiture aiguë. La portée. Au départ, nous repérions les sons selon leur hauteur et l'on positionnait les sons sur une échelle que l'on appela portée. Celle-ci était composée de lignes sur et entre lesquelles les notes étaient représentées. À cette époque, le nombre de lignes était de 11. La lecture étant très compliquée sur une si grande portée, on décida de séparer les 11 lignes de la façon suivante. 5 lignes en haut pour les instruments aigus, 5 lignes en bas pour les instruments graves et une ligne au centre pour y positionner un Do. On nommera celui-ci le Do central, car de la même manière qu'il se situe au centre des deux portées, c'est aussi celui qui se situe le plus au centre du clavier. De cette ligne qui traverse le Do, on ne représentera alors plus qu'un petit bout de ligne sur laquelle on posera la note. La séparation sera plus claire et le Do central très facile à repérer. Aujourd'hui, une portée se compose de 5 lignes et de 4 interlignes que l'on comptera de bas en haut. Pour les petits, le mot interligne étant aussi difficile à prononcer qu'à comprendre, nous pourrons le remplacer par les mots entre deux lignes. Les notes. Une note désigne un symbole permettant de représenter la hauteur d'un son et sa durée. Nous les représenterons ici par des petits rectangles afin de mettre en évidence l'escalier qu'elles forment et le rapport qu'elles ont les unes entre les autres. Voici ici le nom des notes de bas en haut. Maintenant, de haut en bas. Vous devrez absolument connaître ces notes sur le bout des doigts. Ces notes, dans cet ordre, forment une gamme et plus précisément la gamme de Do. Vous constaterez que cette gamme commence et finit sur un Do, que ce soit en montant ou en descendant. En fait, chaque Do représente un nouveau départ. À chaque fois que vous arrivez à la fin ou au début de la gamme, vous arrivez de nouveau sur un Do et la gamme reprend avec les mêmes notes. Ce qui nous donne Do, Do. Et maintenant, dans l'autre sens. Do,
En vous entraînant un peu, vous devriez pouvoir dire ces notes en commençant par chacune d'entre elles. Par exemple, de Do à Do. Mais aussi de Ré à Ré. De Mi à Mi. De Fa à Fa. De Sol à Sol. De La à La. De Si à Si. Et à nouveau, de Do à Do. Et maintenant, en descendant, comme cela. De Do à Do. De Si à Si. De La à La. De Sol à Sol. De Fa à Fa. De Mi à Mi. De Ré à Ré. Et à nouveau, de Do à Do. La hauteur des notes sur la portée. Nous avons vu que des notes sur une portée s'écrivent soit sur des lignes, soit dans des interlignes. Étant donné qu'il y a plusieurs lignes, 5, on peut placer les notes plutôt en haut, plutôt au milieu ou plutôt en bas de la portée. Ainsi, on les placera selon la hauteur des sons. Plus le son sera aigu, plus la note sera placée en haut de la portée. Plus le son sera grave, plus la note sera placée en bas de la portée. Voyons si tout est bien clair. Pouvez-vous me dire si ça monte ou si ça descend? Ça monte. Sur le second dessin. Ça descend. Voyons voir sur le troisième. Ça descend. Et enfin, sur le dernier dessin, ça monte. Quand les notes dépassent de la portée vers le haut ou vers le bas, on rajoute ce qu'on appelle des lignes supplémentaires. Ce sont des lignes dont on ne dessinera qu'un petit morceau et sur laquelle on positionnera la note. C'est en quelque sorte une prolongation de la portée. Ainsi, le Do central est-il lui-même posé sur une ligne supplémentaire.
Les clés. Sur une partition, vous verrez que l'on trouve toujours un symbole au début de chaque portée. C'est ce que l'on nomme une clé. Nous allons nous occuper principalement de la clé de sol et de la clé de fa, qui correspondent aux clés que nous utilisons pour la lecture des partitions au piano. Mais sachez qu'il existe d'autres clés selon la tessiture des instruments. Le piano se joue à deux mains, donc nous aurons deux clés. Si vous vous asseyez face à un piano, vous constatez que pour jouer des sons plutôt aigus, vous devez utiliser votre main droite. Et pour jouer des sons plutôt graves, vous devez utiliser votre main gauche. Eh bien, pour chacun des sons, nous attribuons une clé. Pour les sons plutôt aigus, il s'agira de la clé de sol, qui se situera donc sur la portée la plus haute. Pour les sons plutôt graves, il s'agira de la clé de fa, qui se situera sur la portée la plus basse. Quand les portées vont ensemble comme ici, on appelle cela un système. Je vous invite à vous entraîner à dessiner les clés grâce aux feuilles que vous trouverez dans la mallette, car vous devrez vous aussi apprendre à vos enfants à les dessiner. Mieux vaut donc que vous ayez un peu d'avance. Quelques questions pour s'assurer que tout est clair. Dans une partition pour piano, on utilise la clé de et la clé de. La clé qui est toujours en haut du système s'appelle la clé de. Elle représente les sons. Cette clé est jouée avec la main. La clé qui est toujours en bas du système est pour la main. Dans ce cas, les sons joués seront plutôt lire les notes. Maintenant que vous connaissez le nom des notes, c'est très simple. Pour passer d'une note à l'autre, vous devez passer d'une note qui se trouve sur une ligne à une note entre deux lignes, puis sur une ligne, puis de nouveau dans un interligne, et ainsi de suite. Mais pas n'importe comment. Partons du Do central en clé de sol. Nous allons monter sur la note qui se trouve juste au-dessus du Do, c'est-à-dire Ré. Le Do est placé sur une ligne. Le Ré devra donc se placer dans l'interligne juste au-dessus. Assurez-vous bien que la ligne sur laquelle était posé le Do sert aussi pour l'interligne du Ré. Continuons sur le Mi. Le Ré étant dans un interligne, le Mi sera sur la ligne juste au-dessus. Assurez-vous toujours que la ligne du Mi servait également à l'interligne du Ré. Un dernier. Allons sur le Fa. Le Mi étant sur une ligne, le Fa sera dans un interligne, celui qui est juste au-dessus. À vous maintenant. Prenez une feuille de portée que vous trouverez dans la mallette. Mettez sur pause un instant, le temps d'essayer d'écrire vous-même toutes les notes en montant, du Do central jusqu'au Do suivant. Je vous attends. Normalement, vous devriez avoir trouvé cela. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à bien observer cette version en la comparant à la vôtre afin de savoir où et pourquoi vous vous êtes trompé. Maintenant, essayez de faire la même chose en partant du Do du haut en clé de sol et de redescendre au Do central. Je vous attends. Normalement, vous auriez dû trouver cela. Maintenant que vous savez comment passer d'une note à l'autre, essayez de l'adapter à chaque clé. Partons du Do central. En clé de sol, nous montons. En clé de fa, nous descendons. Notez que sur une partition, les portées de la clé de sol et de la clé de fa sont espacées. Le Do central se placera plus près de la portée de la main avec laquelle il sera joué, mais ce sera bien le même.
En montant, nous avons vu que les notes sont dans l'ordre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est donc cet ordre que nous utiliserons en clé de Sol pour aller du Do central vers le haut. En descendant, nous savons que c'est l'ordre inverse, c'est-à-dire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est donc cet ordre que nous utiliserons en clé de Fa pour aller du Do central vers le bas. Voyons si tout est bien clair. Voici quelques notes. Essayons de les lire ensemble. La première, Do. La seconde, Ré. On redescend pour aller vers le Do. On redescend pour aller vers le Si. Vers le La. Attention, on remonte. Si. Ça monte à nouveau. Ré. Et le dernier, Fa. Le rythme. Le rythme est quelque chose de naturel. Un cœur normal bat de manière régulière. Si nous marchons plus vite ou si nous courons, il accélère. Si nous dormons, le cœur ralentit. Il en va de même pour le rythme en musique. La base du rythme musical est la pulsation. On peut comparer cette pulsation au battement du cœur, c'est-à-dire à des battements qui se répètent de manière régulière. En musique, on peut compter ces battements grâce à un métronome. De manière sonore, cela nous donne. On peut accélérer ou ralentir la vitesse du métronome. Au ralenti, cela nous donne. En accéléré, cela définira également la vitesse d'un morceau. Prenons par exemple Au clair de la lune. Si je mets le métronome plutôt lentement, cela nous donnera. Si je joue le même morceau rapidement, cela donnera. C'est donc sur cette pulsation que vont s'aligner les figures rythmiques. On représentera cette pulsation par un petit tiret, comme ceci. Reprenons notre exemple, au clair de la lune. Vous constatez que certains mots ne nécessitent qu'une seule pulsation à eux tout seuls, tandis que d'autres ont besoin de 4 pulsations, comme ici dans le mot lune par exemple, dont chaque syllabe se divise en 2 pulsations. Pour rendre compte de tout cela par écrit, on décida donc de donner un caractère de durée à chaque note. Ainsi, nous trouverons la ronde qui dure 4 temps, la blanche qui dure 2 temps, la noire qui dure 1 temps et la croche qui vaut un demi-temps. Ce que nous appellerons par le mot temps sera la même chose qu'une pulsation que nous venons juste de voir. Les croches vont par 2. On peut en mettre 2 pendant la durée d'une seule pulsation. À présent, arrêtez-vous sur ce qui suit un instant. Les rythmes sont-ils bien compris? Il en sera de même pour les silences. Un silence est un moment pendant lequel on n'émet aucun son. Comme pour les notes de musique, chaque durée de silence a son symbole. Ainsi, de la même manière que la ronde dure 4 temps,
La pause, elle aussi, durera 4 temps. La demi-pause durera 2 temps, comme la blanche. Le soupir durera 1 temps et le demi-soupir, un demi-temps, comme la croche. Le point. Le point en musique sert à rajouter à une note la moitié de sa valeur. Ainsi, une ronde suivie d'un point vaudra 4 temps plus la moitié, c'est-à-dire 2, soit 6 temps. La blanche pointée vaudra 2 temps plus la moitié de 2, donc 3 temps. La noire pointée vaudra 1 temps et demi et la croche pointée vaudra 1 demi-temps plus la moitié de 1 demi, c'est-à-dire 1 quart, donc 3 quarts de temps. Pour les silences, ça fonctionnera exactement de la même manière. Ainsi, la pause pointée vaudra 4 temps plus la moitié, c'est-à-dire 2 temps, soit 6 temps. La demi-pause pointée vaudra donc 2 temps plus 1 temps, soit 3 temps. Le soupir pointé vaudra 1 temps et demi. Et le demi-soupir pointé vaudra 1 demi-temps plus la moitié, c'est-à-dire 1 quart, donc 3 quarts de temps. Ces notes et silences pointés s'intégreront dans une partition exactement de la même manière que les silences et les rythmes que nous avons vus précédemment. Notez qu'une note sur une portée, à moins que ce ne soit une ronde, a toujours une petite barre sur la droite ou sur la gauche. La règle est la suivante. Si la petite barre va vers le haut, elle doit être sur la droite du rond de note. Si elle va vers le bas, elle devra être placée à gauche du rond de la note. La petite barre doit toujours être au maximum dans la portée. Donc si la note est en haut de la portée, la petite barre ira vers le bas et se placera donc sur la gauche du rond de la note. Si la note est en bas de la portée, la petite barre ira vers le haut et se placera donc à droite du rond de la note. Si la note se situe vers le milieu, ce pourra être dans un sens ou dans l'autre. Voilà, maintenant que tout est vu, il n'y a plus qu'à jouer. Amusez-vous bien!